pathologie héréditaire du globule rouge entre dans la catégorie des maladies des anémies rares, donc forcément méconnues. Et pour une meilleure prise en charge de celle-ci, un réseau européen de référence a été créé il y a 5 ans, une avancée qui a permis une collaboration additionnelle au plan belge. Alors quel bilan en tirer, Monsieur le Président? C'est ce que l'oratrice que nous allons écouter va nous expliquer. Merci beaucoup. Donc, on a le plaisir d'accueillir le professeur Béatrice Gudvis, qui est un médecin biologiste en biologie clinique et qui a obtenu son doctorat à l'Université libre de Bruxelles en 1994. Elle travaille donc dans le laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles et a développé le laboratoire de référence dans le domaine des pathologies héréditaires du globule rouge. Elle a contribué à la mise en place d'un réseau national de professionnels de santé liés à ces pathologies au sein de la Société belge d'hématologie. Il participe également à un réseau européen dédié aux anémies rares dont elle est coordinateur depuis mars 2017. Donc, son expérience est également basée sur des projets de recherche en Afrique, l'encadrement de thèse de doctorat et de recherche d'enseignement au niveau national et international. Et donc l'intitulé de sa conférence, c'est la prise en charge de patients atteints d'une pathologie héréditaire du globule rouge, quelle contribution du plan belge et des réseaux européens de référence pour les maladies rares. Vous avez la parole. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, si j'ai fait ma recherche et mon doctorat dans la recherche fondamentale sur les pathocarcinogénèses de rats, ça fait très longtemps que je suis passée à la recherche appliquée au niveau d'un laboratoire de biologie clinique et aussi en santé publique. Et c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Donc, ce sont des facettes certainement très importantes. Donc, je vais vous parler des patients qui sont atteints de pathologie héréditaire du globule rouge et quelles sont l'importance des réseaux de référence, soit au niveau belge, soit au niveau européen. Et vous verrez déjà qu'il y a toute une série de logos qui sont présentés là et je passerai au travers de ces différents logos parce que ce sont toutes les collaborations qui sont au niveau local, au niveau belge et au niveau européen. Donc moi-même, je travaille dans un laboratoire qui est déjà une collaboration, puisque nous travaillons pour 5 hôpitaux universitaires bruxellois que vous voyez ci-dessous. Je vais commencer par la petite histoire. Donc, la première petite histoire, c'est que les maladies rares, c'est moins de 1 sur 2000 personnes. Donc ça, c'est la définition au niveau européen. Et par exemple, vous voyez qu'en Belgique, on a eu l'occasion de faire une étude épidémiologique au travers des centres de dépistage. Alors, pas tous, parce que c'est un peu compliqué légalement d'avoir tous les papiers du VAR, mais vous voyez que pour le 2/3 du pays, on a pu montrer que la drépanocytose, c'était plus ou moins une prévalence à la naissance de 1 sur 2500, donc on est bien dans le cadre de maladies rares. Et puis, pour illustrer ça, je voulais passer par un petit exemple très pratico-pratique, qui consiste en ceci, c'est que au départ, je sais pas si voilà, donc au départ de petits papiers, donc on se trouve dans les années 90, donc au départ de petits papiers, c'est-à-dire qu'on récoltait les données cliniques, biologiques, thérapeutiques pour les différents patients une fois par an, donc atteints de drépanocytose. Donc c'est le docteur Alice Herster qui a implémenté ça à l'hôpital universitaire des enfants. Mais grâce à quelque chose aussi simple que ça, mais ça a permis, vous voyez, au milieu des années 90, de voir quel était l'impact et l'efficience d'un traitement pour ces patients qu'elle hydroxyurée, puis qui a permis de voir si au niveau préventif de pathologie cérébrovasculaire, ça pouvait avoir un impact, et même dans les accidents vasculaires cérébraux. Donc au-delà de ce qui était décrit dans les indications thérapeutiques du traitement. Ensuite, on s'est quand même dit que c'était bien de passer par quelque chose d'un peu plus électronique, qui nous permette de suivre de manière plus générale. Et ça nous a permis d'implanter, grâce à une collaboration entre l'hôpital universitaire des enfants, le CHU Saint-Pierre et les cliniques universitaires de Bruxelles et l'hôpital Erasme, un dossier patient qui est informatisé. Et on a pu étendre ça en fait à toute la Belgique en créant au sein de la Société belge d'hématologie un groupe dédié aux pathologies héréditaires du globule rouge. Et la dernière étape de cet exemple,
c'est que grâce au fait que nous avons pu construire ce dossier, vous voyez ici tous les centres belges qui participent à ce dossier pour la drépanocytose et que nous avons maintenant étendu aux autres anémies rares, eh bien, nous sommes capables de rejoindre la plateforme européenne. Donc l'Europe, je vais revenir sur cet aspect-là. Donc ce que l'Europe souhaite, c'est en tout cas de savoir où sont les patients qui ont une pathologie rare, qu'elle soit hématologique ou autre. Et donc il y a différents aspects qu'ils voudraient prendre en charge. Et ça passe par les registres. Et pour l'instant, les registres sont distribués, soit pas nationaux, soit tout à fait épars au sein des différentes institutions hospitalières. Alors c'est quoi cette Commission européenne? Eh bien la Commission européenne souhaitait réduire le nombre de gens qui sont affectés. Pour savoir qu'ils sont affectés, il faut pouvoir savoir où ils sont. Ils voulaient évidemment faire de la prévention plutôt que de la partie thérapeutique et donc diminuer la mortalité. Un grand aspect pour eux, c'est toute la qualité de vie des patients, les aspects socio-économiques. Ce sur quoi nous sommes de plus en plus conscients financièrement, évidemment, c'est de pouvoir pooler nos outils et nos ressources pour pouvoir traiter ces patients. Je pense que c'est au-delà de maladies rares, on doit pooler et collaborer. Et puis, ils voulaient également supporter les plans au niveau national. Vous voyez qu'on pense que c'est à peu près 8000 maladies rares différentes, donc c'est énorme, et qui affectent à peu près 30 millions de patients au sein de l'Europe. En même temps, donc en parallèle, vous avez le plan belge des maladies rares, et qui a été en fait mis dans un rapport du temps de Loret Onkelins. Et vous voyez, pour la Belgique, c'est à peu près 500 000 patients, donc c'est quand même un grand nombre. Et vous voyez que c'est 400 maladies qui affectent à peu près 98% de ces patients, et que quand même c'est une grosse population pédiatrique. Le budget était quand même assez conséquent, et la stratégie est à peu près la même que celle qu'il y a au niveau européen, avec un focus certainement sur la partie financière, sur l'organisation qui passe par les centres de génétique humaine, le fait qu'on ait un call center et on rejoint l'Europe, c'est-à-dire qu'on se met en parallèle avec l'Europe et qu'il y a une interaction avec l'Europe. Alors voilà un peu les plans. Vous voyez qu'au niveau européen, de 2000 à 2014, ça a mis très longtemps pour pouvoir implémenter le plan stratégique maladies rares. Et vous voyez que les pays européens ont suivi plus ou moins tardivement par rapport à ce plan. Et tous les pays ont bien entendu suivi. Alors nous avons eu la chance de faire partie d'un projet pilote qui s'appelait NRK, leur réseau européen était dédié aux anémies rares. Et comme on a suivi tout ce processus, ils nous ont financé à plusieurs reprises. On était prêts, bien entendu, une fois que le réseau européen était fait. Mais ça nous a permis des collaborations dès le départ et une compréhension dès le départ de ces différents plans. Et surtout, le plus important, c'est de prendre en charge les patients. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau belge, ils ont parlé plutôt d'une fonction maladie rare, et cette fonction maladie rare passe par les 8 centres de génétique, donc c'est eux qui sont à la manœuvre et qui sont la dynamique de ce plan au sein de la Belgique. Alors, malgré que ce soit un plan qui passe par les centres de génétique, on s'est rendu compte qu'une série de maladies, on ne connaissait pas encore les gènes, on a besoin des chercheurs et ceux qui sont ici pour connaître mieux toutes ces maladies, et que pour le moment, un certain nombre de maladies ont un diagnostic au travers d'analyses de biologie clinique. Et au niveau belge, il a été décidé que l'organisme qui s'appelle Celsano allait prendre en charge cette partie-là, et comme vous voyez, pour les patients, avoir un remboursement de ces analyses. On pouvait ainsi définir les centres de référence d'expertise qui allaient faire ces analyses et qu'ils allaient les aider. Donc mon premier message, c'est que si vous êtes prêt, vous êtes innovant et votre projet permet de supporter un trajet de soins pour les patients, allez-y, n'attendez pas qu'il y ait un plan européen qui met 15 ans à se mettre en place, ou un plan belge, que c'est complexe, donc c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on doit faire, quel est notre impact, comment on doit s'intégrer à ces plans, et on ne comprend pas toujours quel va être notre bénéfice à ces plans, donc il faut un peu de patience.
Et puis le dernier message, c'est que tout ne passe pas par la génétique et la biologie clinique a eu sa place, et j'en suis ravie bien entendu, parce que je suis biologiste clinique. La deuxième phase, c'est la concrétisation. Donc la concrétisation au niveau européen, c'est qu'ils ont défini 24 réseaux européens de référence, et ça a démarré en mars 2017 avec une première phase de 5 ans qui s'est terminée l'année passée et qui est en évaluation pour le moment, donc partie documentaire relativement lourde pour toutes les institutions et pour l'IRM également. Il faut toujours une évaluation, et il y a un second grain qui est en cours et qui court jusqu'à 2027. Je ne vais pas passer au travers de toute la complexité, vous voyez que tous les organismes qui sont impliqués, c'est un réseau quand même relativement lourd. Et pour pouvoir l'implémenter, eh bien, ils ont mis en place une directive européenne, et puis ils ont dû définir à la fois les critères et les conditions pour être reconnus, mais aussi les critères et toutes les notions pour pouvoir évaluer les centres d'expertise. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau belge, quand on a postulé, les documents qu'il fallait remplir étaient les mêmes pour la Belgique et pour l'Europe. Donc ça, c'était déjà une belle étape. Mais si vous n'étiez pas reconnu au niveau belge, vous ne pouviez pas être reconnu au niveau européen. Alors, c'est quoi ces 24 IRM? Vous voyez qu'il y a 103 membres et 24 États membres, et que si on parle de la partie expertise en globule rouge, c'est 53 membres et 19 États membres, donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez lourd. Au niveau de notre réseau EuroGlobNet, nous sommes partagés en deux grandes parties. Une partie oncologique qui ne prend que les pathologies pathologiques adultes, parce qu'en fait les pathologies pédiatriques sont dans d'autres IRN. Par contre, pour la partie non oncologique, c'est à la fois adulte et pédiatrique. Si ça vous intéresse, il y a un website, tapez EuroGlobNet et vous allez voir comment nous sommes organisés. Et on a une énorme équipe qui essaie de suivre tous les membres et tous les projets. Alors au niveau européen, ils voulaient faire quoi? En fait, ils voulaient vraiment se centrer sur le patient et pouvoir aborder les différents aspects. Donc, vous voyez les soins de santé transfrontaliers, c'est quelque chose de pas simple au niveau européen, la partie éducationnelle, enseignement, la partie téléexpertise, la partie recherche clinique et les bonnes pratiques. Aussi les centres qui sont reconnus au niveau belge et qui sont présents pour le moment au niveau européen. Et puis les pathologies rares, c'est quoi? Juste pour vous dire quelques mots, donc ce sont les hémoglobinopathies, ce sont les pathologies de membrane, les enzymopathies, et parfois on a raccroché quelques petites choses parce qu'on ne savait pas trop les mettre. La première chose certainement à garder à l'esprit, c'est que pour pouvoir arriver à tout ça, il faut des équipes multidisciplinaires. Donc c'est la première étape de collaboration, elle est locale, voire pas nécessairement locale, parce que si par exemple vous devez faire des transplantations de moelleuses et que vous n'avez pas cette perspective dans votre institution, vous allez collaborer avec une autre institution, mais vous voyez que, par exemple, dans les critères qui sont demandés pour être reconnu comme centre, vous avez des hématologues adultes et pédiatres, vous avez un centre de transfusion, vous avez un centre qui est capable de faire des transplantations et les suivre, la partie infirmière, laboratoire, etc., etc. Donc c'est la première étape de collaboration. Que sont ces pathologies? Ça représente quoi? Donc dans les membres qui sont reconnus au niveau européen, c'est 16 000 suivis annuels et à peu près 1600 nouveaux patients par an. Donc c'est quand même assez conséquent, mais ça veut dire aussi que quand vous voulez récupérer l'ensemble des données des patients, vous avez beaucoup plus que ce que vous pouvez avoir au sein de votre institution, voire même de votre pays. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu la reconnaissance. Et la reconnaissance a certainement aidé à améliorer, c'est pas mettre en place les trajets de soins, mettre en place tout ce qui était training et tout ce qui était les registres. Je vais revenir sur les registres. Et puis, comme je vous l'ai expliqué dernièrement, ce sont les équipes multidisciplinaires. Alors, la troisième phase, c'est quoi les bénéfices?
puisque ce sont des grosses structures. On se dit toujours, bon, moi je suis perdue dans des documents, à quoi ça va me servir tout ça? La seule manière que j'ai souhaité le faire, c'est par rapport à ce que moi je connais, ce que moi je fais et ce que ça m'a donné. Alors peut-être que des gens dans la scène qui font partie du réseau européen pourront dire aussi c'est quoi leurs bénéfices. Donc le premier bénéfice, certainement, c'est qu'on a eu cette aide de Cienzano, et je vous l'avais expliqué, ils nous ont permis de reconnaître, d'être reconnus en tant que centre de référence, et au niveau de notre laboratoire, par exemple, vous voyez qu'on a eu une reconnaissance pour les porphyries, mais aussi pour les pathologies héréditaires de la membrane du globule rouge. C'est un premier bénéfice parce que ça vous permet vraiment de vous structurer, d'avoir une visibilité au sein de votre laboratoire et au sein de vos institutions. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on doit être un centre de référence, vous devez pouvoir prouver que ce que vous le faites correctement. Les contrôles de qualité au niveau des laboratoires ne sont pas toujours présents et pas toujours développés, et certainement pas quand il s'agit de maladies rares, donc c'est trop lourd. Donc, au travers du réseau NRK au départ et puis Eurodonet, avec nos collègues, nous avons en fait organisé ce qu'on appelle un ring test. Donc on se partage des échantillons et on se partage des cas cliniques sur base de ces échantillons et on vérifie que pour ces analyses-là, peu importe lesquelles, mais que ces analyses-là, on fasse ça de manière harmonieuse, mais aussi qu'on réponde de la même façon. Par exemple, ça nous permet vraiment de discuter quant au rendu clinique que nous pouvons donner. Et puisqu'on a évolué vers l'Europe et l'aide de l'organisme Cienzano, et bien maintenant c'est distribué au niveau national, mais aussi en fait il nous aide au niveau international. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de pays qui participent à ce contrôle de qualité d'échantillons qui sont partagés. Donc c'est vraiment en plus une meilleure qualité de rendu des résultats pour nos cliniciens et donc pour les patients. Un deuxième exemple, c'est qu'en fait, on réalise le dépistage néonatal de la drépanocytose en région Bruxelles-Capitale depuis 1994. Nous sommes plus de subventions depuis à peu près 10 ans. Et malgré tout, nous avons continué. Mais donc, vous voyez que nous avons fait partie d'un groupe européen. Nous sommes partis à Berlin. On a discuté avec les centres de dépistage au niveau européen, mais aussi tous les experts dans les pathologies héréditaires du globule rouge et en particulier la drépanocytose, et nous avons rédigé un papier avec des recommandations pour le dépistage natal, son déploiement, son organisation, etc. Et enfin, donc ça c'est la bonne nouvelle, j'avais dit que j'espérais que ce soit avant que je sois retraitée, et ça y est presque, donc c'est fait, en tout cas du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis le 1er janvier 2023, la drépanocytose fait partie du dépistage néonatal. On espère que l'autre partie du pays va suivre bientôt. L'autre chose fort intéressante, c'est que la plateforme européenne nous a donné l'accès à ce qu'on appelle un Clinical Patient Management System. Donc ce n'est pas la téléconsultation, mais la téléexpertise. Donc vous ne discutez pas avec un patient, vous discutez avec vos collègues. Et donc vous demandez à vos collègues de faire partie d'un cas. Donc personnellement, j'ai publié, si vous voulez, dans cette plateforme et demandé l'avis d'experts sur un certain nombre de diagnostics dans les maladies rares. Et ça nous permet un partage et une prise en charge tout à fait correcte de nos patients. Alors, ils voudraient nous subventionner, mais 200 € par panel à passer par l'administration de l'hôpital pour le remboursement, je pense que voilà. Bon, c'est une volonté, c'est déjà ça. Alors, l'autre chose, c'est que je vous ai dit que tout ce qui était européen était centré sur le patient. Et comme c'est centré sur le patient, donc nous travaillons avec des représentants de patients et des associations de patients, et particulièrement dans la drépanocytose, on a eu pas mal de réunions avec ces représentants de patients et on leur a demandé quels étaient les sujets les plus importants pour lesquels ils voulaient qu'on ait des discussions et des séminaires. Donc vous voyez qu'ici on a eu une dizaine de séminaires sur 2022 qui sont disponibles sur le site internet. Et nous avons pu participer à celui dédié au dépistage néonatal. Enfin, pour retourner vers peut-être quelque chose d'un peu plus fondamental, c'est que l'intelligence artificielle est quelque chose qui est sur toutes les lèvres.
actuelle. Et financé par l'Europe, nous avons un projet qui s'appelle Genomics for All. Il est dédié à la fois au syndrome myélodysplasique et à la drépanocytose. Et l'idée, c'est de pooler des données cliniques, protéomiques, génomiques, qui nous permettent alors de comprendre pourquoi les patients drépanocytaires, même si au départ on a une seule mutation et tout le monde la connaît bien, l'expression clinique est différente, l'évolution clinique est différente, et donc on arrive toujours à la personnalisation thérapeutique. Et au niveau du laboratoire, nous avons un device de recherche qui permet de suivre la falsification des globules rouges, qui est un des premiers principes liés à la maladie, et qui sera utilisé pour identifier les patients, enfin le profil du patient, mais aussi suivre l'aspect thérapeutique. Et puis, nous avons participé à tout ce qui est training. Donc, l'Europe permet de financer toute une série de personnes qui peuvent aller sur place, soit au niveau clinique, soit ici. Donc, on a souhaité développer ça au niveau du laboratoire. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratico-pratique. C'est tout différent d'un congrès, de séminaire, d'enseignement à l'université. C'est vraiment, ils arrivent au laboratoire et on les fait travailler. C'est tips and tricks au laboratoire. Et on a fait ça concernant tous les anémies hémolytiques en décembre l'année passée. Donc j'espère que par tout ça, je voudrais montrer que la collaboration, c'est un élément fondamental. On ne peut jamais faire ça tout seul. Donc ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau régional, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau européen ou international. Et ça c'est vraiment en rapport en tout cas avec la vocation que nous avons dans notre université et dans notre laboratoire, c'est de donner un traitement, une prise en charge d'excellence et qui est accessible à tous nos patients. Alors, si vous faites partie, ou si vous avez envie de faire partie du réseau européen, pourquoi le feriez-vous? J'espère que vous avez vu les exemples et que ça vous donne des exemples pour vous-même. Et en fait, l'IRM, maintenant qu'il est coordonné, on arrive vraiment, donc ces 2 dernières années, on est arrivé dans des éléments très, très concrets, dont certains je vous les ai montrés. Mais l'IRM en lui-même, il permet de coordonner, de s'occuper de la logistique, de financer un certain nombre de projets, de vous aider à identifier des experts au niveau européen, et puis d'avoir toute la visibilité et la diffusion du projet. Je pense que le registre, c'est l'exemple même. Donc on a maintenant un registre sur les anémies qui est vraiment très large, avec énormément de pays, et qui nous permet de mettre en place toute une série de projets de recherche. Donc si ce n'est pas dans le registre lui-même, c'est au moins d'identifier les patients dans le registre qui pourraient être utiles pour une recherche particulière. Mais la chose la plus importante du réseau européen, ne doit-on pas retenir que les 24 membres du réseau européen se sont regroupés, ont fait un site particulier pour pouvoir accueillir tous les patients ukrainiens qui étaient atteints de maladies rares et qui pouvaient être pris en charge dans les différents pays où ils étaient arrivés. Le plus important n'est-il pas d'avoir une collaboration à des moments sérieux et à des moments peut-être moins sérieux? C'est parfois à ces moments-là qu'on a des idées, des échanges. Alors je vous remercie de m'avoir invité et je remercie la participation de tous ceux qui sont là et bien entendu tous mes collaborateurs, vous les avez vus en partie sur les photos. Merci professeur Luis pour cet exposé qui touche un domaine plus large, santé publique en partie, qui est ouvert à la discussion, questions-réponses. Madame Lanier. Merci pour cette belle présentation et la perspective européenne. Comme souvent, les projets européens, ils sont financés pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y a une pérennité prévue pour ces ERN? Donc, en tout cas, on est reparti pour 5 ans. C'est déjà ça. Donc, on a déjà une période de 10 ans. À mon sens, si vous voulez mon avis très personnel, ça ne sera pérenne que si chaque membre dans l'IRM voit le bénéfice de ça. Sinon, on peut se dire que les collaborations, on en avait déjà, les organisations, on en avait déjà.
qu'est-ce que ça peut apporter de plus. Donc, je pense que ça, c'est la première partie. Après, comme en fait tous les projets européens, pour le moment, vont être beaucoup plus facilement financés pour les membres des IRL, je pense que ça va aussi faire un levier de poursuite des IRL. Après, je n'ai pas une boule de cristal quant aux finances générales européennes et de ce qui va vraiment être fait. Mais il est important de garder l'infrastructure logistique, notamment du registre. Oui, je pense que c'est tellement, je pense que c'est tellement lourd que c'est vraiment dommage de le perdre, mais on voit que déjà au niveau européen, ils changent beaucoup les responsables, et en changeant les responsables, ils changent un peu les règles. Néanmoins, ils écoutent aussi, ils essaient de simplifier tout ce qu'on nous demande, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, pour le moment, on avait un financement qui arrivait à l'IRL et puis qui était distribué parmi les membres. Et maintenant, chaque membre qui est responsable d'un projet va recevoir l'argent. Chez lui, il va être responsable. Donc c'est déjà une très bonne évolution. Merci. Merci pour Alors, votre ces question. questions venant du Zoom, alors je cède la parole à Vanessa qui va. Merci. La question vient du professeur Maurice Lamy, qui vous félicite pour votre exposé et qui se réjouit que ce travail remarquable au niveau européen et demande si l'équivalent existe déjà au niveau mondial. Non, pas de connaissance. Donc, alors, dans des domaines particuliers, oui, on a des réseaux mondiaux qui existent, ça c'est vrai, mais pas dans cet aspect-là. Est-ce que les bases de données sont compatibles entre celles que vous avez en Europe et celles que, par exemple, on a aux États-Unis? Alors, par exemple, pour notre registre, on a bien entendu travailler aussi avec les États-Unis, par exemple. Et à l'heure actuelle, tout le monde le sait, on passe par des codifications, qu'elles soient SNOMED, l'ICD-10 au niveau du laboratoire, le LOIC. Et c'était le plus gros travail, parce qu'en fait, quand vous voyez les dossiers, chacun parle dans sa langue, donc comment peut-on se comprendre? C'est la première partie très importante. La deuxième partie, c'est que quand vous récoltez des données, il faut que la donnée que vous récoltiez soit compréhensible de la même façon, sinon vous avez des biais qui sont énormes. Donc ça fait presque 5 ans qu'on travaille à ce registre, c'est ce qu'on appelle interopérabilité, mais on s'est inspiré en effet d'autres registres de collègues et qui étaient par exemple au niveau des États-Unis. Oui. André Larmont, oui. Oui, c'est juste un commentaire, puisque je fais partie aussi d'un type de RN, de deux choses. Une chose que, en fait, on est très peu soutenu financièrement pour l'aspect structurel, qui nous impose d'ailleurs des audits et des self-assessments qui sont des vrais cauchemars, il faut juste le simplifier. Mais l'intérêt, je pense, principal, c'est le fait qu'on puisse postuler à la Commission européenne pour tous les projets qui sont liés à ces maladies. Et donc, progressivement, ça sélectionne des réseaux qui sont mis en place. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'intérêt qu'on peut, en tout cas pour le cliniciens. Par rapport au registre, nous avons travaillé, parce que j'étais responsable d'un des registres, avec les open source software qui sont américains en fait, donc RedCap, qui est un système maintenant qui permet l'interopérabilité des bases de données au niveau international, donc au niveau européen, au niveau mondial. Donc ça c'est la plateforme. C'est la plateforme, c'est des systèmes qui existent, qui sont accessibles, il y en a des différents, et progressivement c'est RedCap qui est le plus académique qui a été choisi et qui est utilisé maintenant en manière. Exact. Moi, je pense que si on se met du côté du patient, le fait que, en fait, il y a une évaluation au niveau des trajets de soins, au niveau de tout ce qui est un prérequis pour impliquer le patient, permet aussi d'arriver au travers de l'implication dans un réseau européen et au niveau institutionnel. Mais c'est vrai qu'en fait, pour toutes les accréditations, que ce soit l'accréditation au niveau du laboratoire, soit l'accréditation hospitalière, on paye, mais on n'a pas beaucoup de financement. C'est de plus en plus lourd, mais le financement ne suit pas nécessairement, donc parfois on s'interroge.
Mais pour rejoindre la question de François Meunier et ce qui vient d'être dit, je pense que les registres, d'une part, au niveau mondial, les équipes multidisciplinaires qui les animent, ont amélioré de manière spectaculaire le pronostic des patients. Et ça, c'est vraiment l'élément crucial qui fait que c'est aussi très important de s'adjoindre dans ces structures des patients. Parce que quand les patients sont là, c'est aussi un lobbying extrêmement important vis-à-vis du politique. Et donc, le fait d'obtenir des financements est aussi intimement lié au fait que les patients qui disent combien ces registres et combien ces équipes multidisciplinaires les ont améliorés avec des données tangibles et publiées, aboutissent à ce que l'Europe, et en Belgique c'est la même chose pour l'Italie par exemple, acceptent de créer ou de rendre pérennes des activités qui sont bien réalisées. Et l'exemple d'ailleurs au niveau de Senciano et de l'INAMI, c'est que pour plusieurs de ces registres en Belgique, en tout cas dans les conventions INAMI, c'est un partenariat qui appartient à l'INAMI, à Senciano et d'autre part qui joue Senciano le rôle, je dirais, des statistiques aussi, et aux patients et aux associations de patients. Je pense que ça c'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important. On a organisé 3 séminaires qui se fait sur ces 3 semaines, ça va passer l'année prochaine, voilà, avec les patients concernant l'enregistre d'ailleurs, et toute la partie qualité de vie, parce que le européen, sans qu'on ait les patients et leur avis, s'ils ne veulent pas donner leurs données, ça ne va pas fonctionner. Donc ils doivent comprendre quel est le bénéfice, et nous on doit comprendre ce qu'ils attendent de nous. On avait souvent tendance à un peu séparer la partie médicale de la partie patient. Voilà. Question? Très cher, il faut les financer. Bon, le traitement des maladies rares coûte également très cher. Et donc j'ai été impressionné par quelques chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Alors si j'ai bien vu, 500 000 patients de maladies rares en Belgique. Alors quand on va les traiter, je peux vous dire, comme c'est remboursement des médicaments, ces médicaments coûtent évidemment extrêmement cher, ils sont dans une niche extrêmement limitée, où l'industrie pharmaceutique n'investit pas du tout. Ça veut dire qu'on n'a pas de médicaments, soit elle investit avec un prix évidemment considéré comme exorbitant. Alors pour chaque malade, ça va encore, quand on est tous ensemble, ça fait une manne incroyablement difficile à contenir et ça pose souvent des problèmes parce que bon, c'est des coûts énormes pour parfois des bénéfices, il faut bien dire, qui sont un petit peu limités. On a un petit peu discuté dans la deuxième section tout à l'heure. Du coup, des médicaments par rapport parfois aux bénéfices, notamment en cancérologie, mais dans les maladies rares parfois aussi. Et donc, ça pose un problème, c'est vraiment tout débat. Je cède la parole peut-être à Vanessa, qui va sûrement nous dire comment on doit se connecter pour être accrédité. Exactement, vous avez tout oublié. C'est le moment effectivement d'envoyer. Au revoir à Béatrice.